Les lampes s'éteignent partout en Europe. Nous ne les verrons plus s'allumer de notre vivant. C'est ainsi que le secrétaire d'État britannique Sir Edward Grey a commenté alors que le continent européen se préparait à la guerre à l'été 1914. Bien qu'à première vue ces mots semblent quelque peu fantastiques, le fait est que ce qui se passerait au cours des 4 années suivantes changerait si radicalement le monde que les conséquences ne seraient pleinement résolues qu'à la fin du siècle, lorsque toutes les figures clés impliquées seraient depuis longtemps décédées, y compris Grey lui-même. Même aujourd'hui, les conséquences de cet été se font encore ressentir, et nous vivons tous dans l'ombre de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Bienvenue dans les guerres du monde. L'épisode du jour est parrainé par Magellan TV. Si vous êtes un fan d'histoire et si vous regardez ceci, vous l'êtes probablement, vous pourriez avoir rencontré un problème que j'ai certainement avec les mêmes vieux sujets dont je parle depuis longtemps. Oui. Nous connaissons Rome. Oui, nous connaissons la Seconde Guerre mondiale. Et bien que ce soient des histoires importantes à raconter, vous pourriez espérer que quelqu'un, quelque part, lancerait un tout nouveau catalogue de contenu historique, comme vous n'en avez jamais vu. Eh bien, Magellan TV était la réponse. Magellan TV est un service de streaming de documentaires et de séries documentaires de pointe, créé et cultivé par une équipe de cinéastes. Il comprend une variété de films et documentaires mêlant histoires et spectacles uniques et magnifiques jamais créés en ligne. Les sous-genres vont de l'histoire ancienne à l'histoire moderne, en passant par l'art de la guerre, qui, si vous êtes fan des guerres du monde, serait tout à fait dans votre allée. Il y a aussi d'innombrables heures de contenu couvrant d'autres sujets, comme le crime réel ou la science aussi. Il y a 15 à 20 heures de nouveaux contenus téléchargés sur le site chaque semaine, sans aucune publicité, et disponibles sur n'importe quel appareil électronique, que ce soit une télévision ou un téléphone. L'application Magellan TV est également compatible avec des services comme Roku, Amazon, Fire TV, Apple TV et Google Play, un titre qui a vraiment capturé nos cœurs passionnés d'histoire, et Kodoka, L'Esprit Vite, un documentaire de 94 minutes, détaillant la passion et le courage des diggers qui ont assuré l'indépendance de l'Australie pendant les guerres du Pacifique. Il est sûr de vous faire lever et applaudir. C'est aussi une belle façon de soutenir la guerre et ses victimes, en offrant une perspective empathique à ceux affectés par la guerre, comme nous le faisons sur les guerres du monde. Inscrivez-vous à Magellan TV aujourd'hui en utilisant le lien dans la description et obtenez votre premier mois complètement gratuit. De nouveaux contenus historiques vous attendent. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette grande calamité de l'histoire? Qu'a provoqué cette grande calamité de l'histoire au début du XXe siècle? L'Europe était à un carrefour. D'une part, elle s'accrochait encore aux vieilles idées victoriennes de monarchie, de culture de classe et d'empire. Cependant, d'autre part, de nouvelles idées telles que le socialisme, le nationalisme et une plus grande démocratie couplée à l'application de la technologie, en particulier en termes de communication, comme un réseau de trains en expansion qui rendait les voyages continentaux rapides et sûrs, ainsi que des taux d'alphabétisation plus élevés, signifiant que dans presque tous les pays, il y avait des appels à un changement d'une sorte ou d'une autre. Un homme qui semblait réaliser que les anciennes méthodes étaient lentement en train de disparaître était l'archiduc Franz Ferdinand de l'Empire austro-hongrois. Dans une ère de conformité royale, Ferdinand était un rebelle. Il a renoncé à sa prétention au trône austro-hongrois pour se marier par amour, plutôt que pour assurer sa position, et il a également travaillé à stabiliser la sécurité de l'empire de sa famille, souvent par des politiques relativement radicales. Il a entrepris un effort diplomatique avec la Russie impériale sous le tsar Nicolas II afin de mettre fin aux hostilités latentes entre les deux empires, tout en reconnaissant qu'en interne, l'empire austro-hongrois allait devoir changer. Cet empire s'étendait jusqu'en Europe de l'Est et dans les régions des Balkans, et donc, étant sous une seule bannière, il était composé de diverses factions ethniques et religieuses, dont beaucoup se méfiaient ou détestaient activement l'autre,
conduisant à une épidémie de violence et de terrorisme dans les années 1900. Dans les possessions balkaniques en particulier, les tensions ethniques étaient élevées, tout comme les idéaux nationalistes d'indépendance, qui étaient exacerbés par la Serbie voisine, dont l'intérêt se portait sur les nombreux Serbes ethniques dans le territoire contrôlé par l'Austro-Hongrie dans les Balkans. De plus, la Serbie était alliée à la Russie impériale qui était à son tour alliée à la France. La Russie considérait le peuple serbe comme leur frère slave et a juré de les défendre contre les Austro-Hongrois si la guerre devait éclater, ce qui entraînerait également la France dans les combats. Mais l'Austro-Hongrie avait son propre allié sous la forme de l'Allemagne voisine. Malgré la position de l'Allemagne en tant que l'une des nations les plus jeunes d'Europe à l'époque, née en 1871, c'était un pays prospère en 1914 qui dépassait rapidement ses voisins européens. Cependant, il était dirigé par l'égotiste Kaiser Wilhelm II, un petit-fils de la reine Victoria d'Angleterre qui s'accrochait à des idéaux de plus en plus obsolètes tels que le militarisme et l'impérialisme. Lui et son gouvernement proche voyant le XXe siècle comme le moment de l'ascension de l'Allemagne, au niveau de véritable superpuissance. Mais pour cela, il devait défier les anciennes puissances, à savoir la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Ainsi, Wilhelm II a constitué une énorme armée et une puissante marine, avec lesquelles il pouvait exercer son influence sur la scène mondiale, renforçant les possessions allemandes en Afrique, en Chine et dans le Pacifique, tout en réprimant brutalement toute opposition sur place. Le programme d'armement allemand a engendré une guerre quasi anxieuse avec une armée incontrôlable et une course aux armements onéreuse en Europe dès les années 1890. La Grande-Bretagne, en tant que plus grand empire du monde, se reposait sur une vaste marine royale pour sa protection et sa surveillance. Pour la marine royale et le peuple britannique, le nombre de navires était plus important que tout le reste. Ainsi, malgré sa force sur le papier, une grande partie de la flotte britannique était composée de navires plus anciens, car il était tout simplement trop coûteux de les remplacer tous par les types modernes qui apparaissaient. Ainsi, dans les années 1910, la flotte qui surpassait toutes les autres, en Europe, était un mélange de dreadnoughts ultramodernes, soutenus par des croiseurs vieillissants, dont certains avaient été lancés à l'origine avec des mâts pour les voiles, bien que ceux-ci aient maintenant été retirés. Sur Terre, l'armée française était une épine majeure pour les ambitions de l'Allemagne en Europe, étant l'une des plus grandes forces militaires permanentes, comptant plus de 777 000 soldats professionnels plus environ 38 000 troupes coloniales, comparativement aux 700 000 du Kaiser. Forces françaises étaient également parmi les mieux équipées en termes de modernité, avec des mitrailleuses, des pièces d'artillerie modernes et un nombre croissant de ces nouveaux avions. Mais c'est de l'autre côté de l'Allemagne que le Kaiser voyait son plus grand adversaire en la personne de la Russie impériale, dont l'armée était réputée compter 5-7 millions de soldats dans ses rangs, la plus grande du monde. Cependant, ce chiffre impressionnant était totalement compensé par un certain nombre de facteurs qui entraveraient son efficacité. Malgré son orientation agricole, d'autres facteurs que sa production de guerre influencèrent son efficacité. La base militaire de l'armée allemande surpassait celle de la Russie, dont une grande partie de l'équipement était dépassée. Par conséquent, dans toute guerre entre Moscou et Berlin, ce serait une question de la quantité de la Russie contre la qualité de l'Allemagne. Et à cet égard, le Kaiser Wilhelm II était extrêmement confiant que ses propres hommes compenseraient plus que le déficit en nombre, même avec la France dans la lutte à l'ouest. Il y avait aussi la menace toujours présente de révolution dans une Russie de plus en plus turbulente. Malgré cette course aux armements et l'ancien jeu de brinkmanship militaire joué sur le continent européen, peu croyaient vraiment que la guerre viendrait, se fiant plutôt au concept de dissuasion, chaque côté construisant de vastes armées et marines pour se contrer mutuellement. Cependant, le problème persistant du terrorisme et de la révolution n'était pas si facilement maîtrisé. Pour sa part, en essayant de résoudre les problèmes croissants au sein de l'empire de son pays, Franz Ferdinand a même suggéré qu'une nouvelle monarchie soit établie, avec les 3 principales factions, dont les esclaves partageant le trône de manière égale. L'élite dirigeante austro-hongroise a été horrifiée par la suggestion et est même allée jusqu'à le qualifier de fou en raison de la consanguinité au sein de sa dynastie. Leur alternative était de réprimer toute dissidence, alimentant davantage le ressentiment. Néanmoins, Ferdinand a continué à pousser pour le changement afin de sauver l'empire de plus en plus fracturé. Puis en 1914, il décida d'accepter une invitation à visiter l'empire. Le train de Ferdinand et de sa femme est arrivé dans la capitale de la Bosnie
le 28 juin 1914, ce qui a provoqué l'indignation de la population serbe en Bosnie. Chaque année, le 28 juin est une journée nationale de commémoration, car elle marque l'anniversaire de la victoire serbe sur les Turcs à la bataille du Kosovo en 1389. Pour les membres de la Main Noire, il était évident que celle-ci serait la plus puissante. Ferdinand et sa femme Sophie voyagèrent dans une voiture décapotable, afin de pouvoir saluer la foule qui bordait les rues lorsqu'une grenade leur a été lancée. L'attaque a échoué, car le chauffeur de Ferdinand a vu l'arme lancée, accélérer, provoquant l'explosion sous la voiture suivante. Cependant, par un étonnant coup du sort, plus tard, alors que Ferdinand et Sophie étaient ramenés au palais où ils séjourneraient, le chauffeur a pris un mauvais tournant dans une rue latérale et dans le chemin de Gavrilo Principe, un membre de la Main Noire. Saisissant l'occasion, il dégaina son pistolet et tira sur le couple. Les deux sont morts en chemin vers l'hôpital, Ferdinand serrant la femme qu'il aimait jusqu'à son dernier souffle. Les nationalistes célébraient leur victoire, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déchaîner sur le monde. Étant donné que ce sont les nationalistes serbes qui étaient responsables du meurtre, le Kaiser a dit aux Austro-Hongrois qu'il soutiendrait pleinement toutes les mesures qu'il déciderait de prendre pour punir la Serbie, le désormais célèbre chèque en blanc. Mais à huis clos, Wilhelm poussait secrètement à la guerre. Il souhaitait une invasion austro-hongroise de la Serbie, même au risque d'une guerre avec la Russie qu'il pensait rapidement vaincre en raison d'une précédente victoire austro-hongroise sur l'armée russe. Il croyait également que la puissance combinée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie pourrait tenir la France à distance si elle respectait son alliance avec la Russie et intervenait. Cela lui permettrait, selon lui, d'atteindre enfin la domination militaire sur l'Europe et d'établir l'Allemagne comme une véritable superpuissance militaire, et pas seulement économique. Cependant, la question à laquelle personne au sein du gouvernement du Kaiser ne semblait pouvoir répondre était de savoir si la Grande-Bretagne ferait ce qu'elle a fait si la guerre éclatait sur le continent. L'armée britannique était relativement petite, mais pouvait faire appel à des troupes d'Australie, du Canada, de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande, tandis que la Royal Navy pouvait sérieusement endommager l'Empire allemand à l'étranger. Malgré son affirmation de la supériorité de son armée, même le Kaiser a dû admettre que combattre la Russie, la France et l'Empire britannique et soutenir l'Autriche-Hongrie dans les Balkans était trop. Mais alors que la Grande-Bretagne avait montré son soutien à la France face à l'agression allemande, elle se méfiait des alliés russes de la France. Les objectifs similaires de Londres et Moscou en Europe auraient dû les rendre neutres. Cependant, ils étaient de farouches rivaux en Extrême-Orient. En conséquence, la Grande-Bretagne est restée en dehors de tout traité formel qui l'aurait entraîné dans une guerre qui était principalement une préoccupation russe, comme l'invasion de la Serbie, mais ne pouvait également pas ignorer la situation en Europe. Ainsi, le Royaume-Uni a signé une entente avec la France promettant son soutien en cas d'agression, bien que l'accord ne soit pas obligatoire. Le 23 juillet 1914, un mois après l'assassinat de Ferdinand, les Austro-Hongrois ont adressé un ultimatum scandaleux à la Serbie que tous les pays observant la situation étaient convaincus d'avoir été conçus pour être rejetés, et on soupçonnait qu'il leur avait été dicté par le Kaiser. L'ultimatum comportait 6 points clés, notamment forcer la Serbie à se distancer de l'objectif national sur le territoire austro-hongrois. Les forces serbes devraient réprimer les groupes nationalistes en Serbie qui menacent de détruire le pays, et l'armée serbe devrait être forcée d'abandonner la règle austro-hongroise et avoir des fonctionnaires austro-hongrois pour diriger l'Enquête. Les Serbes ont fait appel à la Russie pour obtenir de l'aide, mais réalisant que le temps n'était pas de leur côté, ils ont accepté toutes les parties de l'ultimatum, sauf une, à savoir la participation des Austro-Hongrois aux enquêtes internes sur l'assassinat, et d'autres groupes opposés à l'Austro-Hongrie en Bosnie. Cela semblait raisonnable au monde, mais n'ayant pas toutes ces demandes satisfaites, et à l'insistance de l'Allemagne, l'Austro-Hongrie a utilisé cet avertissement pour l'armée serbe, et 28 juillet 1914. Au cours des prochains jours, les événements vont dramatiquement dégénérer. La Russie avait commencé à se mobiliser à la suite de l'ultimatum, et l'Allemagne a répondu de la même manière avant que le Kaiser ne déclare la guerre à la Russie le 1er août. Le lendemain, une escarmouche a éclaté entre les troupes françaises et allemandes dans la ville française de Jonchui, dans ce qui était la première bataille du front occidental,
Et le lendemain, le Quillet a déclaré la guerre à la France. La France a sollicité l'aide de la Grande-Bretagne, mais celle-ci, bien qu'inquiète de la situation européenne, était plus préoccupée par une révolte imminente en Irlande et donc indécise sur la marche à suivre. Le Kaiser Wilhelm voulait une victoire rapide contre la France et a attaqué les soi-disant portes de fer de Paris à Longueuil, sachant que si les Français étaient défaits là, alors le pays pourrait être inondé de troupes allemandes et forcé de se rendre à ces conditions. Toutefois, il a fait l'erreur d'envoyer ses troupes en Belgique déclarées neutres lors du déclenchement des combats. La Grande-Bretagne avait un traité avec la Belgique garantissant leur neutralité, que le Kaiser a ignoré comme peu plus qu'un bout de papier. Ce mépris flagrant pour la parole de la Grande-Bretagne a finalement contraint Londres à déclarer la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie le 4 août. Le 7 août 1914, les premières troupes de la force expéditionnaire britannique ont débarqué en France et ont marché vers les Allemands avançant en Belgique et dans le nord-est de la France. Contrairement à la brutale guerre des tranchées, qui viendrait plus tard, les premiers jours de la guerre étaient assez fluides, avec une image stratégique en rapide évolution, faisant de la reconnaissance une priorité absolue pour les deux côtés, et les nouvelles technologies fourniraient la réponse. Cependant, pendant que cela se passait, à l'insu de tous, le Kaiser avait secrètement conclu un accord avec l'Empire ottoman dirigé par la Turquie d'aujourd'hui, les amenant de son côté. Ensemble, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman ont formé la Triple Alliance, avec l'Empire ottoman entrant en guerre le 28 octobre 1914, en attaquant les ports russes de la mer Noire, ce qui a conduit la Grande-Bretagne, la France et la Russie à leur déclarer officiellement la guerre le 4 novembre. Le Kaiser avait séduit l'Empire ottoman affaibli pour qu'il rejoigne l'Allemagne par ses forces. Série de victoires précoces et la promesse de gains territoriaux, tout en avertissant des conséquences s'il ne se joignait pas. Ainsi, toutes les grandes puissances d'Europe étaient maintenant réunies dans la guerre. L'Allemagne du Kaiser et ses alliés ont été nommés puissance centrale. Avec de nombreux pays possédant des empires, les combats ont inévitablement débordé dans d'autres parties du monde, englobant finalement des parties de l'Afrique ainsi que du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. La preuve en a été fournie à peine une semaine plus tard, après le début des hostilités, lorsque le navire allemand SS Pfalz a été pris pour cible et capturé par les forces australiennes au sud de Melbourne, à 8500 miles de la Serbie. Peu après l'attaque, l'armée allemande a été capturée au sud par les Australiens, l'Empire britannique et les Français ont ensuite pris le Togo allemand en Afrique de l'Ouest. Les grandes puissances d'Europe n'avaient pas mené une guerre à grande échelle depuis plus de 60 ans, période pendant laquelle la révolution industrielle avait prospéré. En conséquence, la technologie de la guerre avait radicalement changé les dimensions de la bataille, mais malheureusement, les tactiques militaires n'arrivaient souvent pas à suivre le rythme. À l'époque, il n'y avait pas de guerre. Dans les premières batailles, de nombreux soldats français se paraient encore de la traditionnelle tunique bleue, plutôt que des couleurs sobres qu'ils utiliseraient plus tard, pour éviter de se faire repérer par les tireurs d'élite. Peut-être que le développement le plus significatif en matière d'armement était la mitrailleuse. Bien qu'il existe des variations de mitrailleuses, elles fonctionnent toutes de manière similaire, l'énergie créée par le tir d'une balle aidant à recharger presque instantanément la balle suivante. Le résultat est une arme qui permet à un homme de tirer 400 à 500 balles à la fois. Auparavant, la mitrailleuse ne pouvait tirer que 100 balles par minute comparé aux 10 à 20 des fusils à verrou traditionnels. Cela a eu un impact majeur sur les tactiques traditionnelles qui privilégiaient encore l'importance de la charge de cavalerie en masse avec des soldats à cheval sur des plaines ouvertes. Quand la guerre n'avait même pas un mois, près des 3/4 d'un million de victimes avaient déjà été subies par les principaux combattants sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, et c'était en grande partie grâce à la tempête parfaite des plaines ouvertes. C'était une incroyable opportunité de voir la force des forces militaires. La guerre elle-même n'avait que 30 jours. Un autre outil de guerre qui allait rapidement prendre de l'importance était l'avion. Malgré son invention par les frères Wright seulement 11 ans auparavant, le scepticisme initial à l'égard de l'avion dans un rôle militaire a rapidement cédé la place à l'enthousiasme lorsque les dirigeants militaires ont réalisé qu'il était un outil utile pour localiser l'ennemi. Attaque d'artillerie. Le 2 septembre 1914, alors que les Alliés sur le front occidental battaient en retraite et que Paris semblait sur le point de tomber, un avion français a repéré une faiblesse dans les lignes allemandes et cela a permis aux Alliés de contre-attaquer avec succès. Ce faisant, ils ont sauvé Paris et peut-être même la France elle-même de la chute, changeant radicalement le cours de la guerre.
C'était la première fois dans l'histoire qu'un avion avait influencé de manière écrasante le cours d'une guerre. En fait, les avions des deux côtés sont devenus si bons en reconnaissance et en repérage d'artillerie que les deux parties ont réalisé qu'elles allaient devoir trouver un moyen de les arrêter. Les pilotes ont donc commencé à expérimenter des moyens de détruire un avion ennemi qu'ils rencontraient dans les airs, et cela a conduit à des expériences bizarres, comme l'utilisation d'une ancre pour accrocher les avions ennemis. La réponse évidente était d'équiper les avions de canons, mais beaucoup des premières machines étaient trop peu puissantes pour porter des mitrailleuses. Au lieu de cela, leurs équipages ont essayé de tirer avec des pistolets et des fusils sur les pilotes ennemis, ce qui était parfois suffisant pour seulement avertir un ennemi, car toucher réellement l'avion était quasiment impossible. L'éclatement de la guerre a entraîné une augmentation spectaculaire du rythme de développement des avions et des armes, conduisant au premier véritable avion de chasse, alors connu sous le nom de scouts de combat, qui transformeront le ciel en un champ de bataille brutal et meurtrier. Toutefois, le souci était que la mitrailleuse, ne pouvant tirer à travers l'hélice, était montée autour. Cela rendait la visée difficile. Certains avions ont placé l'hélice à l'arrière de l'appareil pour que cela ne pose pas de problème, mais les Allemands introduiront plus tard l'idée de synchroniser le tir de l'arme avec la rotation de l'hélice. Cela signifiait que les balles étaient tirées entre les pales pendant qu'elles tournaient, s'arrêtant lorsque la pale passait devant le canon et tirant à nouveau lorsque les pales étaient dégagées. Les pilotes de chasse sont devenus des célébrités pendant la guerre, le plus célèbre étant Manfred von Richthofen, un homme dont le nom restera à jamais gravé, grâce à son surnom de Baron Rouge. L'héritage de Richthofen allait au-delà de son propre score de 80 victoires confirmées. Ce qui le rendait si grand, c'était sa capacité à enseigner à ses subordonnés les compétences qu'il avait acquises au combat, et il a écrit certains des premiers manuels de formation sur le combat aérien, dont les principes sont encore enseignés aux pilotes de chasse aujourd'hui. Le bombardement aérien a également vu le jour pendant la guerre. Initialement utilisés comme extension de l'artillerie de l'armée, les avions sont devenus plus lourds et puissants avec la progression de la guerre. Richthofen a réalisé les premières raids stratégiques de bombardement sur les villes ennemies. Alors que les pilotes emmenaient la guerre dans les cieux, les marins emmenaient la guerre sous la mer, mais la Première Guerre mondiale a été le premier conflit majeur impliquant l'utilisation généralisée de sous-marins. La guerre sous-marine n'était pas un nouveau concept. La première attaque de sous-marins ayant eu lieu pendant la guerre d'indépendance américaine, mais elle a pris son essor au début du XXe siècle, et son influence sur la guerre a été spectaculaire et totalement inattendue. La puissance du sous-marin fut démontrée le 22 septembre 1914. Le sous-marin allemand U-9 a attaqué et coulé 3 croiseurs britanniques, car après avoir frappé le premier, les autres dans la zone ont cru qu'il avait subi une défaillance et sont venus aider. Cela les a rendus des proies faciles pour le U-9 qui a coulé tous les 3 en succession rapide. Plus de 1000 hommes sont morts et la marine royale britannique, autrefois apparemment invincible, semblait impuissante, tandis que le rôle des sous-marins dans la guerre navale était assuré. Les sous-marins allemands ont tenté d'affamer la Grande-Bretagne en interceptant les navires de marchandises qui lui apportèrent de la nourriture et des fournitures de guerre depuis son empire, ces derniers étant si importants pour maintenir l'effort de guerre. Avec peu de défense contre leurs assauts, l'espoir résidait à les attraper à la surface, avec des avions pour les bombarder ou coordonner le tir naval depuis des navires proches. Contrairement à l'idée reçue sur les sous-marins des 2 guerres mondiales, ils étaient en réalité submergés 95% du temps. Tant à la surface, en utilisant des moteurs diesel conventionnels et en chargeant leurs batteries qui les alimentaient lorsqu'ils étaient immergés. Et cette faiblesse a été pleinement exploitée par les Alliés qui ont commencé à utiliser des ballons motorisés et plus tard des avions pour patrouiller les voies maritimes et les chasser avec des bombes. Travaillant dans des conditions très exiguës, le service à bord des sous-marins était un travail psychologiquement éprouvant et souvent leurs sous-marins étaient tout aussi dangereux que l'ennemi, beaucoup étant perdus dans des accidents, notamment impliquant leurs batteries qui pouvaient fuir. Gaz toxique. Après une série de revers rencontrés face à l'armée allemande dans l'est de la France, les Britanniques et les Français ont commencé à se retirer vers la rivière Marne, dans ce qui est devenu connu sous le nom de la Grande Retraite. En atteignant la Marne, les Britanniques et les Français ont repoussé l'armée allemande, mettant effectivement un frein à leur avancée. Les 2 camps ont ensuite essayé de se contourner mutuellement par le nord, mais cela n'a fait qu'étendre davantage les lignes de bataille jusqu'à ce qu'à la mi-octobre, les 2 camps atteignent la mer du Nord,
les obligeant d'abord à consolider leurs positions, puis à essayer de percer les lignes ennemies. Cela impliquait de creuser des tranchées qui protégeraient les deux camps des tirs ennemis et maintiendraient leur ligne de front. Les deux camps ont mené une série de batailles acharnées de fin octobre à novembre, dans ce qui est rappelé comme la première bataille d'Ypres. Les Britanniques, les Français et les Belges ont tous combattu l'armée allemande, et bien qu'ils aient une fois de plus réussi à les repousser, les Alliés ont payé un lourd tribut, subissant près de 130 000 morts ou blessés. Les Allemands eux-mêmes ont subi 134 000 pertes, et bien qu'ils puissent encore égaler les armées alliées à l'ouest, les taux de pertes couplés aux exigences de la guerre à l'est signifiaient que la grande offensive prévue pour gagner la guerre devait être repoussée jusqu'en 1915. Ce retard a permis aux deux camps de construire des tranchées plus grandes, plus longues et plus complexes qui ne feraient que rendre la tâche de briser l'impasse encore plus difficile. L'armée austro-hongroise, qui est entrée en Serbie pour se venger du meurtre de Franz Ferdinand, déclenchant ainsi la guerre, a été repoussée par les troupes serbes, mais pas avant qu'elle n'ait commis une série d'atrocités bien médiatisées sur le peuple serbe. Les Serbes ont suscité beaucoup de sympathie après leur victoire et ont reçu de l'aide et même des troupes d'autres pays, mais finalement, le pays serait vaincu dans le conflit. Dans les mois à venir, une force combinée austro-hongroise, allemande et bulgare vaincra la Serbie, bien que l'armée serbe continue de se battre aux côtés des Alliés pendant toute la durée de la guerre. Parmi ses rangs se trouvait Mumsilo Gavrić, un garçon de 7 ans dont la famille a été massacrée par les Austro-Hongrois et qui a été adopté par une unité de l'armée serbe. À 8 ans, il a été promu caporal et a terminé la guerre en tant que sergent d'armes de 10 ans, ayant impressionné l'un des plus hauts gradés de l'armée par ses exploits, y compris en se blessant dans une tranchée. Ailleurs, le Japon a rejoint la guerre du côté des Britanniques et une force conjointe britanno-japonaise a capturé un territoire contrôlé par les Allemands en Chine. La marine allemande a bombardé Madras en Inde, britannique et Papeete en Polynésie française, mais a été vaincue lors d'engagements avec la Royal Navy de Tanzanie en Afrique, puis à nouveau aux Malouines plus tard cette année. Les troupes australiennes ont capturé la Nouvelle-Guinée allemande, tandis que les troupes néo-zélandaises ont également capturé les Samoa allemandes dans le Pacifique occidental. Alors que les Allemands avaient été arrêtés à l'ouest, les armées austro-hongroises et allemandes ont connu plus de succès à l'est contre les Russes. Les Russes ont subi une série de défaites en 1914, ce qui n'a fait qu'alimenter le ressentiment grandissant du tsar dans son propre pays. Cependant, les Austro-Hongrois et les Allemands n'ont pas réussi à capitaliser sur leur succès et, avec l'arrivée de l'hiver, tout comme à l'ouest et dans les Balkans, les deux camps se sont arrêtés. Même une attaque surprise de l'armée ottomane contre les forces russes en mer Noire n'a pas pu briser l'impasse à l'est. Pour la Grande-Bretagne, l'année s'est terminée avec la nature de la guerre qui changeait à jamais lorsque les navires de guerre allemands ont bombardé Scarborough et Hartlepool le 16 décembre, convaincus de leur supériorité navale. L'attaque a prouvé que la flotte britannique ne pouvait garantir sa protection et les civils tués sont presque devenus des martyrs pour le recrutement de nouveaux soldats pour remplacer les pertes. Cela a été encore exacerbé par les premières attaques aériennes sur la Grande-Bretagne l'année suivante. Les Zeppelins allemands. Au milieu de la tragédie grandissante, une histoire de compassion humaine s'est déroulée lorsque le jour de Noël 1914, les troupes des deux camps sont sorties de leurs tranchées et se sont saluées dans le No Man's Land, déclarant une trêve non officielle. Ils ont parlé, chanté des chansons, partagé des rations et même joué au football. Les généraux étaient furieux, cependant, croyant que c'était fraterniser avec l'ennemi et encourageraient l'hésitation avant une attaque. La trêve a pris fin et le lendemain, les tirs ont repris. La vie dans les tranchées de première ligne était extrêmement éprouvante pour les troupes, tant physiquement que mentalement. Il fallait environ 450 hommes, 6 heures pour creuser seulement 250 mètres, et cela se produisait souvent la nuit pour ne pas alerter l'ennemi qu'une tranchée était en train d'être prolongée. Bien que la taille et la conception des tranchées variaient en fonction de ce que pouvait être creusé à la main, une tranchée britannique typique mesurait 7 pieds de profondeur et 6 pieds de large, ce qui était jugé suffisant pour offrir un certain degré de protection contre les obus ennemis et les tirs de mitrailleuses.
la boue et les inondations pendant les périodes de pluie étaient toujours un problème car non seulement les causaient des blessures comme les pieds des tranchées ou la peau s'est frottée contre les côtés des bottes des soldats, mais elles se sont également avérées être un terrain propice à la maladie. L'humidité fragilisait les murs des tranchées, créant une crainte constante d'effondrement. Détruire une tranchée étroite avec un obus d'artillerie était une chose extrêmement difficile à faire, la seule méthode efficace étant de saturer la zone avec des obus lourds. Ainsi, les hommes se retrouvaient souvent debout dans la boue et l'eau dans des conditions exiguës et claustrophobes, tandis que des obus explosaient autour d'eux, se demandant constamment si le prochain obus marquerait un coup critique. Lorsqu'un obus atterrissait à l'intérieur d'une tranchée, c'était un carnage, la tranchée n'offrant plus aucune protection et dirigeant plutôt l'explosion vers les hommes. Plus tard, les tranchées seraient creusées en zigzag pour limiter ce problème, ainsi que pour empêcher les soldats ennemis qui envahissaient la tranchée de tirer droit devant eux. La misère de la vie en tranchée était souvent aggravée par la mauvaise qualité de la nourriture servie aux troupes, en particulier au début de la guerre. Les troupes britanniques ont appris à détester les biscuits qui leur étaient servis, qui étaient souvent si durs à manger qu'ils cassaient les dents des soldats à chaque fois qu'ils les mordaient. Un aspect souvent négligé de la vie en tranchée était les longues périodes d'ennui, qui étaient une véritable crainte pour le commandement militaire, car il craignait que cela n'encourage des idées pacifistes ou même révolutionnaires. Une journée typique dans une tranchée verrait les soldats se réveiller avant le lever du soleil et se tenir debout, ce qui signifie qu'ils prépareraient leurs armes pour une attaque. Cela durerait généralement 2 heures avant de se reposer et de prendre le petit déjeuner. Ils passeraient ensuite les quelques heures suivantes à réparer les éventuels dégâts à la tranchée et à nettoyer leur équipement avant le déjeuner. Dans l'après-midi, ils se prépareraient à partir. Quelques heures de temps libre, où ils pouvaient lire ou écrire des lettres, ou se reposer avant de retourner à leur poste autour du crépuscule, puis dormir. Bien que la tranchée offrait une protection, c'est au moment où les troupes commençaient à la quitter pour mener une attaque qu'un grand pourcentage d'entre elles seraient tuées. Enfin, les hommes devaient sortir de la tranchée à l'aide d'échelles, ce qui les exposait au feu ennemi lorsqu'ils passaient par-dessus et les rendait incapables de riposter. Les hommes devaient ensuite marcher à travers le no man's land entre les tranchées, car les généraux croyaient que si les hommes couraient, la discipline se briserait et l'attaque échouerait. Mais tout cela ne faisait que les exposer au feu des mitrailleuses, gaspillant inutilement des vies jusqu'à ce que l'ennemi soit simplement submergé par le nombre d'hommes marchant vers eux. C'était l'enfer sur terre, entre décembre 1914 et mars 1950. Les Alliés ont attaqué les positions allemandes dans la région de la Champagne dans le but de percer la ligne allemande. L'opération a été un succès, mais les gains étaient extrêmement minimes à l'échelle globale et ont coûté la vie ou blessé 93 000 soldats alliés et 46 000 Allemands. Alors que la campagne touchait à sa fin, les Britanniques ont commencé la bataille de Neuve-Chapelle, qui visait à libérer la ville de Lille, occupée par les Allemands. Une contre-attaque allemande a stoppé l'avancée britannique avant qu'ils ne puissent atteindre leur objectif, et les 2 camps se sont à nouveau retranchés. Quelques semaines plus tard, les Britanniques ont réussi une percée. En creusant un tunnel sous les lignes allemandes sur la colline 60 et en y plaçant des explosifs, l'explosion qui en a résulté a pris les Allemands par surprise et a permis aux Britanniques de capturer la colline seulement pour qu'elle soit reprise par les Allemands quelques jours plus tard. La tactique de creuser sous la tranchée ennemie et d'y placer des explosifs serait répétée encore et encore au fur et à mesure que la guerre se poursuivait. Dans le but de briser l'impasse, les Allemands ont déchaîné une nouvelle et mortelle arme sous la forme de gaz de chlore en avril. Le 22, lors de la deuxième bataille d'Ypres, le gaz a été libéré par les Allemands contre l'armée française qui pensait qu'il s'agissait d'un écran de fumée pour couvrir une avancée allemande. En conséquence, les commandants français ont ordonné à leurs hommes de se tenir prêts pour une attaque. Mais cela n'a fait qu'exposer les hommes au poison. Les effets du gaz de chlore sont horribles, et en quelques secondes après l'avoir inhalé, les organes respiratoires des victimes étaient pratiquement détruits, entraînant des crises d'étouffement de sang jusqu'à ce qu'ils meurent. Les lignes françaises se sont complètement effondrées et, bien que le monde ait condamné de telles attaques, les 2 camps ont rapidement saisi l'efficacité du gaz comme arme et il est devenu juste une autre partie de la guerre. En avril 1950, les forces de l'Empire français et britannique, composées principalement d'Australiens et de Néo-Zélandais, ont prévu un débarquement majeur à Galapagos en Turquie pour ouvrir un nouveau front et détourner l'attention des forces ottomanes de la Russie. Il a été conçu par Winston Churchill. Mais lorsque la Royal Navy a effectué une reconnaissance de la zone de débarquement,
Ils l'ont trouvé fortement défendu et ont conseillé contre l'opération. Churchill était trop fier pour annuler son plan et a ordonné que les débarquements aient lieu de toute façon. Le résultat a été l'une des batailles les plus longues et les plus inutiles de toute la guerre, durant 8 mois et se terminant par la retraite des Alliés après avoir subi 302 000 pertes. La tragédie de Galapagos est si gravée dans la conscience des Australiens et des Néo-Zélandais que de nombreux historiens ont soutenu qu'elle a donné naissance au nationalisme dans ces pays, appelant à leur indépendance de la Grande-Bretagne et de la Couronne, un débat qui se poursuit encore aujourd'hui. Le 7 mai 1915. Un incident s'est produit qui aurait des conséquences dramatiques pour le cours de la guerre plus tard, lorsque les Allemands ont coulé le paquebot britannique Lusitanie. Malgré les avertissements émis par les Allemands, il y avait un grand nombre d'Américains à bord qui ont été tués, et cela a rapproché les Américains des Alliés avant qu'ils ne finissent par déclarer la guerre en 1917 contre les Allemands. Le 23 mai 1915, ayant jusqu'à présent évité la guerre, l'Italie a déclaré la guerre aux puissances centrales et a lancé une attaque contre l'Austro-Hongrie voisine, espérant que la surprise conduirait à une victoire rapide et à des gains territoriaux. Cependant, comme sur le front occidental, les combats se sont enlisés dans une guerre de tranchées presque statique, mais à des altitudes beaucoup plus élevées, où le froid extrême a fait des milliers de morts et les fréquente. Chute de neige signifiait que les tranchées se remplissèrent de neige. Les soldats blessés ou morts disparaissaient souvent simplement. Et aussi tard qu'en 2015, les corps de soldats morts sur ce front de bataille brutal continuent d'être trouvés. Sur le front de l'Est, la situation n'était pas meilleure pour les Russes. 1915 a vu, défaite après défaite, pour les armées du Tsar, culminant par la capture de Varsovie dans la Pologne moderne, le 5 août. Alors que 1916 arrivait, les Britanniques ne pouvaient plus compter sur les volontaires, alors que leur rang diminuait et qu'une nouvelle offensive estivale approchait. Ainsi, la conscription a été introduite pour la première fois, concernant principalement les jeunes hommes en bonne santé et non mariés. Cependant, le service militaire pouvait être refusé pour des raisons religieuses ou politiques, connues sous le nom d'objecteurs de conscience. Ces hommes étaient mal vus par leur communauté, tel était le ton patriotique de l'époque, et leurs noms étaient publiés dans les journaux locaux afin de les humilier et de décourager les autres En mai 1916, la guerre en mer était sur le point d'atteindre son apogée, alors que la flotte de haute mer de la marine allemande prévoyait d'embusquer les cuirassés et les croiseurs de bataille de la Royal Navy dans la mer du Nord. Ils espéraient que cela les aiderait à arracher la domination des voies maritimes hors d'Europe à la Grande-Bretagne. Leur plan impliquait d'attaquer une flotte de croiseurs de bataille britanniques sous le commandement de l'amiral Sir David Beatty, de les détruire rapidement et d'attirer les cuirassés britanniques dans un conflit ouvert. Cependant, les décrypteurs britanniques avaient déjà appris ce plan et donc la flotte britannique était déjà mobilisée. Les deux côtés se sont rencontrés dans la bataille du Jutland le 31 mai 1916. La bataille fut le plus grand engagement naval de la guerre, impliquant 250 navires de différentes tailles et 100 000 hommes. Malgré le fait que les flottes allemandes sous le commandement de l'amiral Reinhard Scheer possédaient certains des navires les plus modernes du monde et avaient généralement de meilleures armes, la Royal Navy était finalement victorieuse en raison du simple poids des nombres de leur côté. Les Britanniques ont perdu 14 navires et plus de 6 000 hommes, mais ont toujours pu déployer une force de combat considérable. Alors que les Allemands, qui ont perdu 11 navires, 2500 hommes et ont subi de nombreux autres dommages, étaient au bord de la destruction complète et ont donc navigué vers leur pays. Jamais plus les flottes allemandes n'ont tenté de briser la Royal Navy dans une bataille rangée. Au lieu de cela, la guerre en mer est devenue principalement combattue par les sous-marins de l'Allemagne qui ont continué à infliger de lourdes pertes à la marine britannique. La campagne de sous-marins du Kaiser s'est avérée remarquablement réussie jusqu'à la fin de la guerre, affamant presque la Grande-Bretagne jusqu'à la soumission. L'été arrivant, la grande offensive est également arrivée. Le 1er juillet 1916, les forces britanniques sont entrées en action contre les Allemands sur la Somme. La bataille a été précédée par un intense barrage d'artillerie et plusieurs mines souterraines ont été détonnées à partir des tunnels creusés sous les lignes allemandes. Tranchées qui ont aussi laissé des cratères de 28 mètres de large. Rien que le premier jour, l'armée britannique a perdu plus de 19 000 soldats
et 40 000 autres ont été blessés le pire jour de l'histoire de l'armée britannique. Les combats pour la Somme se sont poursuivis jusqu'en novembre, aboutissant à une victoire stratégiquement importante pour les Alliés. Mais la bataille a coûté aux deux camps plus de 1,2 million d'hommes. Le besoin continue de percer les tranchées. Avant l'introduction d'une autre nouvelle arme, le char. Basé sur un tracteur agricole et en réalité développé par un ingénieur de la Royal Navy, les premiers chars étaient donc connus sous le nom de navires terrestres, mais ils étaient si secrets que les hommes qui les construisaient ont été informés qu'ils fabriquaient des porteurs d'eau. Ainsi, le nom de char est resté. Le char a fait ses débuts le 15 septembre 1916, lors de l'offensive de la Somme, et a immédiatement fait connaître sa présence, renversant les fils barbelés et labourant les positions ennemies. Avec une quasi-impunité. Leur impact était si grand qu'ils sont devenus une partie vitale de tout plan de bataille futur. Les Allemands ont tenté de construire leurs propres superchars, mais lorsque ceux-ci se sont avérés maladroits, ils ont commencé à utiliser des chars britanniques et français capturés. Alors que l'année la plus sanglante de combat jusqu'à présent touchait à sa fin, 1917 verrait le début de la fin, non seulement de la guerre, mais aussi des empires qui l'ont commencé. Les guerres d'empire en Europe n'étaient pas nouvelles, mais jamais auparavant elles n'avaient été vues à une telle échelle, avec autant de morts et de souffrances à la maison ainsi que sur le champ de bataille. Couplées à de nouvelles idées de socialisme et de nationalisme, les grandes puissances se sont retrouvées face à la perspective d'une révolution chez elles, alors que la guerre se prolongeait et que les pertes s'accumulaient. La Grande-Bretagne verrait la première rébellion ouverte lors de Pâques 1916. Irlandais. Les républicains irlandais se sont soulevés à Dublin dans le but de renverser le règne britannique. Ils croyaient qu'avec la Grande-Bretagne engagée dans la lutte en Europe, ils seraient incapables de réprimer le soulèvement, mais ils ont été prouvés dans le tort, et après presque une semaine de combat, le soulèvement a été réprimé, laissant plus de 450 morts. Malgré cela, le soulèvement a semé les graines pour la fondation de la République d'Irlande en 1919, mais a exclu une zone du nord-est de l'Irlande qui est restée sous le règne britannique. Un problème qui verrait des années de terrorisme républicain et loyaliste et reste controversé même aujourd'hui à la suite de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne alors que la République reste membre. Quelques mois plus tard, en 1916, l'Empire ottoman s'est retrouvé face à une révolte arabe appelant à la création d'un nouveau royaume, arabe allant de la Syrie au Yémen libre des Turcs ottomans. Les combats ont duré jusqu'à la fin de la guerre et ont non seulement contribué à alléger les combats sur les fronts Est et Sud, mais ont également vu l'Empire commencer à se désintégrer jusqu'à son effondrement en 1922. En Russie, l'emprise du tsar sur son pays avait été précaire tout au long de son règne, mais la guerre n'avait fait qu'alimenter l'appel à la révolution, en particulier de la part des marxistes dirigés par Vladimir Lénine. Dans l'armée, l'ordre et la discipline se dégradaient alors que les Russes subissaient une défaite terrible après l'autre, ce qui a poussé les officiers à recourir à des mesures extrêmes telles que les fusillades de masse de déserteurs ou d'ivrognes. Pendant ce temps, l'économie russe était au bord de l'effondrement et en 1917, les travailleurs de tout le pays se sont mis en grève, paralysant finalement la Russie. N'ayant pas le choix, le tsar Nicolas II a abdiqué et a remis le pays à un gouvernement provisoire dans ce qui est connu sous le nom de Révolution de février. Pendant les quelques mois suivants, la Russie semblait être en suspens, le gouvernement provisoire s'avérant trop faible pour maintenir le pays uni. Saisissant son opportunité, Lénine a conduit ses forces bolcheviques dans une autre révolution en octobre 1917, ce qui a à son tour conduit à l'éclatement de la guerre civile russe dans les mois qui ont suivi. Conscients qu'ils ne pouvaient mener une guerre civile et combattre les puissances centrales simultanément, les bolcheviks de Lénine ont entamé des négociations avec le Kaiser. Signé le 3 mars 1918, leur traité a vu de grandes zones du territoire russe céder aux Allemands, ce qui devait aider leur guerre en cours à l'ouest. La fin des hostilités sur le front de l'Est a également vu plus de troupes allemandes et austro-hongroises engagées à l'ouest. Les révolutions russes de 1917 ont eu un impact potentiellement plus grand sur le front occidental lorsque, au printemps et à l'été 1917, il y a eu une série de mutineries au sein de l'armée française. Découragés par leur manque de succès et encouragés par les révolutionnaires russes combattant dans les rangs français,
l'infanterie française a commencé à protester contre leurs officiers supérieurs ou à refuser de retourner dans leurs tranchées pour soulager les unités de première ligne. Malgré l'évitement des combats directs entre unités françaises, les mutineries ont davantage diminué le moral de l'armée française, qui a été revigorée uniquement avec l'arrivée des forces américaines plus tard. Sous la présidence de Woodrow Wilson, les États-Unis ont gardé une neutralité officielle lors du déclenchement des hostilités, profitable en sous-traitant l'industrie américaine pour produire des matériaux de guerre pour les deux côtés. Toutefois, à cause du blocus britannique, beaucoup de fournitures destinées à l'Allemagne ont fini par ravitailler l'armée française sur le front occidental. L'Allemagne n'y arriverait jamais. Suite au naufrage du Lusitanie et à la grande perte de vies américaines, l'opinion à Washington a commencé à changer, et une campagne a été lancée pour faire entrer l'Amérique dans la guerre du côté de la Grande-Bretagne et de la France. Cette campagne a finalement réussi avec le vote du Congrès pour la guerre contre l'Allemagne le 6 avril 1917. Toutefois, l'engagement américain a débuté lentement. Les Américains ont formé la force expéditionnaire américaine le 5 juillet 1917 en écho au déploiement britannique, sous le général John Pershing, et a commencé à acheminer des troupes en France. Cependant, ce ne serait pas avant le 21 octobre que les troupes américaines tireraient leur premier coup de feu de la guerre. Malgré ce début lent, en 1918, les troupes américaines arrivaient enfin en nombre significatif, atteignant parfois 10 000 nouvelles troupes par jour. En 1918, les puissances centrales fléchissaient sous le poids de la guerre. Contraintes à rester en mer et à nourrir une armée en pleine bataille, les troupes américaines ont dû se retirer vers la France. En 1918, une pénurie de nourriture a commencé à se faire sentir, qui a été aggravée en Autriche-Hongrie par une grippe, épidémie qui a submergé les ressources médicales poussées à leurs limites. L'armée austro-hongroise avait effectivement été sous le contrôle allemand, mais il a échoué lamentablement, et la cause de la révolution s'est fait entendre de plus en plus fort à l'automne 1918, jusqu'à ce qu'ils finissent par se retirer et transférer le pouvoir à une série de conseils nationaux. Les conseils ont agi chacun à leur façon, sans penser à leur propre intérêt, entraînant l'effondrement de l'Austro-Hongrie. Enfin, et surtout, à la fin de 1918, le Kaiser a commencé à perdre son emprise sur l'Allemagne. En mars 1918, les Allemands ont enduré de grandes souffrances, luttant contre l'offensive de printemps qui incluait de nombreuses forces américaines sur le front occidental. Plus de 5 millions d'hommes ont été tués ou blessés, dont plus de 686 000 étaient allemands. Plus tard dans l'année, les Alliés ont lancé une ultime tentative pour terminer la guerre, marquée par la bataille la plus sanglante de la guerre. L'offensive des 100 jours a été une série de batailles acharnées menées entre août et novembre 1918 et a vu un nombre stupéfiant de 8 millions de victimes, dont 785 000 Allemands supplémentaires. Avec l'Austro-Hongrie maintenant pratiquement hors de la guerre et les Ottomans faisant la paix avec les Alliés en octobre 1918, aucun pays ne pouvait espérer supporter de telles pertes. Les Alliés se sont repliés en France, les Allemands ont quitté le pays. Comme en Austro-Hongrie, l'Allemagne a subi des pénuries alimentaires, des épidémies de grippe et la perte de millions de soldats. Avec son autorité en déclin et la fin de la guerre en vue, le président américain Woodrow Wilson a déclaré publiquement que les négociations de paix n'incluraient plus le Kaiser. Et avec des soulèvements à Berlin et une mutinerie de la marine allemande en cours, il a abdiqué le trône le 9 novembre 1918. Le nouveau gouvernement civil qui l'a remplacé a demandé la paix. Et à 11 h le 11 novembre, les canons se sont tus. La Grande Guerre était terminée. Plus de 17 millions de personnes sont mortes directement à cause de la Première Guerre mondiale. Plus de 20 millions d'autres ont été blessés, beaucoup de manière à changer leur vie. Cependant, le souci avec ces chiffres est qu'ils ignorent le fait que la guerre a continué à la suite de la guerre dans les années et les décennies qui ont suivi. La guerre avait finalement donné aux bolcheviks en Russie l'opportunité de prendre le pouvoir. Et cela a déclenché une guerre civile qui durerait encore 1 an et impliquerait des troupes américaines, britanniques, françaises et même allemandes combattant effectivement du même côté contre eux. Finalement, ils échoueraient, et Lénine créerait l'Union soviétique à partir de ce qui restait de la Russie impériale. On estime que la guerre civile russe a causé la mort de 3 millions de personnes à travers les combats, la famine,
De plus, la naissance de cette superpuissance communiste la mettrait également en conflit avec l'Occident et donnerait finalement lieu à la guerre froide, qui, à son tour, conduirait à une série de guerres par procuration menées à travers le monde. Elle amènerait même le monde au bord de l'Armageddon nucléaire. Bien que nous ne puissions pas être sûrs que la révolution russe n'aurait pas eu lieu de toute façon, il est clair que la Première Guerre mondiale a accéléré les plans de Lénine. L'effondrement de l'Empire ottoman verrait également un génocide à grande échelle, en particulier contre les chrétiens à l'intérieur de ses frontières, tandis que les deux pays où la Grande Guerre a commencé, la Serbie et la Bosnie, seraient conduits dans un mariage forcé pour former la Yougoslavie après la fin du règne de l'Empire austro-hongrois dans les Balkans. La Yougoslavie a été enlisée par des tensions ethniques tout au long de son existence, ce qui a entraîné une série de guerres civiles sanglantes et brutales dans les années 1990, au cours desquelles un nettoyage ethnique à grande échelle a été effectué à une échelle presque industrielle. Les vainqueurs de la guerre, notamment la Grande-Bretagne et la France, seraient forcés de quitter le pays et connaîtraient une période d'après-guerre difficile. Le coût de la guerre, en termes économiques et matériels, avait grandement diminué leur pouvoir, et le processus de reconstruction les a mis en concurrence les uns avec les autres. La vieille rivalité et suspicion anglo-française a rapidement refait surface, et les deux côtés ont discrètement commencé à se préparer pour ce qu'ils voyaient comme la possible prochaine guerre entre eux. Un sentiment prédominant en France était la conviction d'une conspiration britannique visant à affaiblir le pays. Diplomatie internationale pour la livre sterling. Le Japon allié de la Grande-Bretagne et de la France se sentait trahi par l'Occident qui imposait des limitations d'armement mondial via des traités comme le traité naval de Washington limitant la production de navires de guerre. Ces traités étaient destinés à prévenir une autre course aux armements, mais favorisaient de manière écrasante les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui a aigri l'opinion japonaise et a suscité des appels pour que le Japon étende son propre empire. Alors que la responsabilité de la Grande Guerre a été clairement imputée au Kaiser, ce sont les Allemands qui en souffriraient pendant qu'ils partaient en exil aux Pays-Bas. Dans le traité de Versailles qui définissait les conditions de la paix, l'Allemagne a non seulement été contrainte d'accepter la culpabilité d'avoir déclenché la guerre, mais elle a également été humiliée et brisée par certaines des conditions les plus sévères jamais infligées à un pays. Un homme détestait peut-être plus que quiconque les termes de ce traité. Il s'apprêtait à quitter seul un parti politique en ascension. Il y avait un autre parti en Allemagne qui jurait que le traité de Versailles serait aboli et que l'Allemagne retrouverait une fois de plus sa grandeur. Son nom était Adolf Hitler.